Euh, donc, pour être sûr que personne ne soit trompé, on est bien sur une conférence qui a pour titre, pour thématique, l'ouverture en difficulté en structure artificielle d'escalade. Approche sport versus travail accro, vaste thématique. Alors, je vais introduire un petit peu cette petite conférence et puis on se présentera tous les trois ensuite. Pour poser un petit peu la problématique, c'est la réflexion qu'on a eue, c'est l'ouverture de voies, donc sur structure artificielle d'escalade. C'est quelque chose qui pendant longtemps était peut-être un petit peu, alors bon, pas que, mais du domaine, au niveau professionnel du moins, du domaine des moniteurs d'escalade. C'était quelque chose sur lequel ils n'étaient pas forcément formés, mais utilisant l'outil SAE à des fins d'enseignement, etc., et de perfectionnement sportif, ils se sont emparés un petit peu de cette démarche d'ouverture et sont devenus quelque part ces professionnels-là. Aujourd'hui, les choses bougent beaucoup. On s'aperçoit que le métier d'ouvreur est un métier à part entière. C'est un métier qui échappe, qui est hors champ du code du sport. C'est-à-dire, il n'y a pas de réglementation. C'est un moniteur d'escalade, il a besoin d'un diplôme pour enseigner, encadrer, pas pour ouvrir des voies. Donc on s'aperçoit que voilà, l'exigence d'ouverture fait que ça devient vraiment un métier à part entière et qu'en plus, ce n'est pas ce domaine réservé du moniteur. Donc on va décliner un petit peu notre intervention. Alors, on a prévu plusieurs parties. Une partie un petit peu rappel réglementaire, un petit peu voilà. Parce que quand on parle sportif versus travail, il y a des législations qui existent, il y a des choses codifiées, même si ce n'est pas dans le code du sport. L'autre élément, c'est qu'est-ce qui conduit à cette réflexion, c'est les problèmes liés à la sécurité, beaucoup. Donc on va essayer d'analyser avec vous un peu tout ce qui est lié au risque lié à l'ouverture. Donc il y a des risques de chute, mais il y a aussi d'autres problématiques de sécurité qui peuvent porter atteinte à l'intégrité du travailleur. On fera bien sûr le focus tant attendu sur l'utilisation de la fameuse double corde, parce que c'est un point sur lequel il faut s'attarder, à notre sens. On parlera de la formation. Alors, on ne va pas vous présenter un catalogue de formation, soyez rassurés, même s'il y a des formateurs et des centres de formation autour de la table. Non, on va plutôt être sur qu'est-ce que, à notre sens, en tant que formateur, voilà, une formation doit amener un futur ouvreur. Et bien sûr, un focus sur... C'est bien beau la sécurité, voler sur des cordes, etc. Mais derrière, qu'est-ce qu'on entend aussi au niveau de la qualité de l'ouverture? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit attendre au niveau de la qualité du travail de l'ouvreur? Et ça permettra de conclure sur est-ce que c'est un métier d'avenir, une niche ou autre. Voilà le programme. J'espère que ça vous motive. Et puis, je vais laisser la parole à Bastien pour se présenter. On va faire un petit tour des présentations. Moi, rapidement, je travaille chez ClimbUp depuis 2 ans. Voilà. On avait un directeur des ouvertures qui est parti travailler dans un stand pas loin là, chez Volks. Et du coup, moi, j'ai repris la gestion des ouvreurs et de l'ouverture chez ClimbUp. Voilà. Du coup, c'est une problématique qu'on a au quotidien, de savoir comment organiser l'ouverture. En 5 ans, chez ClimbUp, par exemple, ça a beaucoup évolué. Voilà. Et pour avoir une idée de ce que ça représente, on a 23 salles chez ClimbUp, du bloc et des voies. Et dans chaque salle, on a entre 3 et 10 ouvreurs qui travaillent. Du coup, ça fait quand même une masse d'ouvreurs à gérer, à qui il faut proposer des solutions, à qui il faut proposer des façons de fonctionner, etc. etc. Du coup, on est vraiment au cœur de cette réflexion à chaque fois sur comment organiser la chose bien au quotidien pour que les ouvreurs ne se fassent pas mal, pour pas qu'ils se blessent, pour que ce soit durable, que ça fonctionne dans le long terme. Si on a des ouvreurs qui arrivent et qui du jour au lendemain s'en vont, et ben voilà. Donc voilà, ça c'est pour me présenter rapidement. Donc 2 ans voilà, chez ClimbUp à gérer ça. Moi j'ai un petit passé d'ouvreur à la fois en compétition, à la fois en mur et en club. Je travaillais à la Fédé d'escalade du Rhône, c'est le stand qui est plutôt de ce côté-là, avant. Et du coup, ce qui était très intéressant, c'était très rapidement, en 1 an, on pouvait voir 10 clubs différents et voir 10 fonctionnements en ouverture, parfois à l'opposé. Et du coup, c'est pour ça que j'aime bien cette petite table ronde, c'est qu'on parle de 2 pratiques, mais en fait, on pourrait parler de 10 pratiques des fois, parce qu'on voit de tout. Entre la fois où tu arrives, il y a une nacelle, la fois où tu dois ouvrir des blocs au-dessus de l'eau, la fois où tu dois ouvrir des trucs à la corde. Des fois, on dit là, il faut 2 cordes. Des fois, on dit
ah bah on a oublié de te prendre du matos, là il y a rien, il faut se débrouiller, tiens voilà une échelle, enfin bref, on a le droit à un peu tout. Voilà, c'est assez drôle. Fred non, on peut faire dans cet ordre-là. Allez. Donc moi je suis Fred Mignet, je suis alors professeur de sport, responsable de la formation du DGEPS escalade en milieu naturel pour le CREPS Auvergne-Rhône-Alpes à Vallon-Pont d'Arc. J'ai aussi un passé en comité départemental de la fédération, donc aussi ma propre expérience d'ouverture, que ce soit en compétition ou en club. Donc moi j'interviens plus au titre de formateur, de professionnel, alors de professionnel de l'escalade en milieu naturel, mais aussi en structure artificielle d'escalade, parce que les diplômés conformes sont bien amenés à travailler sur tout type de terrain et de sites, dont les SAE. Et surtout, on a à cœur et on leur met des contenus de formation sur l'ouverture, parce qu'on estime qu'un professionnel qui enseigne l'activité doit être capable d'être à la genèse du support de pratique et d'orienter l'organisation, l'équipement du site de pratique, que ce soit en extérieur ou en intérieur. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Franck Junot, je suis responsable de la formation pour la société Petzl. Donc j'ai en charge de gérer un groupe de prestataires qui vont animer de la formation pour nous. Nos formations, elles correspondent à quoi? Elles correspondent à de la vérification des EPI, des équipements de protection individuelle qui est ouvert à tout le monde. Après, on a deux types de formations qui sont l'utilisation du lézard, c'est un appareil spécifique, et de l'exo. Et après, on va faire de la formation plutôt aux équipes commerciales, donc notre équipe de commerciaux et nos revendeurs. Voilà, on ne fait pas de formation technique à l'utilisateur final. Après, sur la partie de mon travail, ça va être également d'amener des réponses techniques à des organismes de formation, à des pratiquants, à des professions par rapport à nos produits, des produits existants qu'on a en catalogue, et de trouver des solutions par rapport à une problématique métier, comme par exemple être ouvreur en salle d'escalade. Autrement, je suis guide de haute montagne et puis j'ai un passé de 20 ans dans le secours en montagne, voilà, pour ma partie. Donc sur le programme de cette conférence, on est parti sur de la réglementation. Ouvreur, qu'est-ce que c'est? Pourquoi on le fait? Dans quel cadre? Donc qu'on soit salarié d'une salle d'escalade, eh bien, comme l'a dit Fred tout à l'heure, ce n'est pas le code du sport qui va nous gérer, mais c'est bien le code du travail. Et donc le code du travail, lui, il a ses obligations, il a ses règles. Excuse-moi. Il a ses règles, donc ces règles, quelles qu'elles sont? Elles sont, déjà, si je peux éloigner le risque, comme on va être en hauteur, c'est-à-dire faire le travail au sol. Ensuite, si on ne peut pas faire le travail au sol, ça va être l'utilisation de protection collective. Protection collective, en ce qui nous concerne, qu'est-ce que ça va être? Bien sûr, ça ne va pas être d'installer un échafaudage. Un échafaudage, ça va être plutôt d'utiliser une nacelle. Donc, est-ce que dans la salle, je peux mettre une nacelle? Est-ce que la salle a été dimensionnée pour une nacelle? Oui, pas de souci, on va utiliser ce moyen-là pour l'ouverture de voie. Non, je ne peux pas mettre une nacelle pour X raisons, et à ce moment-là, je vais utiliser des équipements de protection individuels. Ça veut dire quoi? Ça va aller du casque, parce que je vais être soit au sol et il y a un risque d'objet. Il n'y a pas que le risque de personne, mais aussi le risque d'une prise d'escalade, d'une visseuse, d'une vis. Et ça va être également le fait de respecter donc le code du travail et l'utilisation d'une double corde, double point d'ancrage. Donc une corde de progression et une corde qui va servir de backup. Voilà, nous au quotidien, on vit exactement ce qu'il a dit, c'est que dans nos salles, on est obligé de choisir le fonctionnement. Donc on est là, est-ce que là, la nacelle rentre? Oui, non. Est-ce que là, c'est sur la terrasse, du coup la nacelle n'ira jamais? Est-ce que les ouvreurs doivent être à la fois compétents sur la nacelle, à la fois sur corde, etc. Et donc c'est de là que tout démarre dans chaque choix. Est-ce que là c'est du bloc, du coup, vous travaillez avec des échelles dans telle situation? Du coup, derrière, il en découle. Nous, est-ce qu'on doit les former sur que le bloc, sur la corde aussi, sur la nacelle? Est-ce qu'ils doivent avoir la trilogie? Ça dépend des profils, ça dépend des salles. Donc voilà, c'est vraiment... on bosse, nous, Climb Up, beaucoup avec Petzl, et en fait, c'est des questions qu'on se pose tout le temps. Et nous, en tant qu'employés, entre guillemets, qu'est-ce qu'on propose comme solution à nos salariés, et quel outil on leur met en main pour bosser tous les jours, quoi. Voilà.
risque de chute. Je te Oui, laisse embrayer un peu juste pour compléter sur les aspects de réglementation, je vais vous faire part un peu de l'échange qu'on a eu avec Franck, parce que c'est vrai que... Alors moi, je suis mal placé, je suis quand même agent de l'État, je suis censé faire respecter la loi, mais il y a toujours le questionnement sur le champ d'application de la législation du travail en hauteur. Il est évident qu'aujourd'hui, quand on parle du salariat, c'est une évidence. Dès qu'on est en hauteur, voilà, Franck l'a bien dit, c'est protection collective, et l'exception, c'est la corde. Donc, avec les protocoles associés, c'est-à-dire la double corde. Au-delà, se pose la question quand même du bénévolat et de l'indépendant, où c'est pas tranché, c'est pas forcément écrit dans la loi en tant que tel. Par contre, on est sur des situations qui sont similaires à du travail, et même si on n'a pas la jurisprudence aujourd'hui qui nous dit bah si, il fallait l'appliquer, je pense que avec une logique de bon sens, ces protocoles seront vérifiés, quoi qu'il en soit. Donc ça, c'est un élément qui est important à voir. Et on verra après, c'est vrai que nous, dans la formation des moniteurs, on est toujours un peu partagé entre ce qu'on faisait à l'ancienne, c'est-à-dire bosser sur la corde toute seule. Introduire cette double corde, c'est un petit peu culturellement compliqué pour nous. Donc moi, je dirais très honnêtement, on est dans une phase un petit peu d'évolution dans ce sens-là, où on commence à introduire cette compétence chez les moniteurs. Parce qu'on sait aussi qu'ils vont bosser sur l'aménagement de sites naturels pour les nôtres. Voilà. Ouais, c'est une entrée qui arrive des deux côtés, quoi. Les sites naturels, l'ouverture en SAE, ça arrive de partout. Pendant longtemps, on était très content d'appliquer ce qu'on avait acquis comme savoir dans l'escalade. Du coup, on avait acquis un certain nombre de compétences qu'on transférait. Là, on se rend compte qu'en fait, on est en train de faire la même chose, mais voilà, on se rend compte que c'est un vrai métier et que du coup, on prend ce qui existe dans le travaux accro, voilà, et nous, on les oriente pour notre pratique. On reste sur la chute, du coup. Donc, sur la chute, chute de personnes, chute d'objets, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, c'est se soucier, est-ce qu'autour de nous, il y a d'autres personnes qui vont œuvrer dans la salle? Est-ce que la salle est ouverte au public ou pas? Est-ce qu'on travaille à plusieurs dans le même secteur? Ça veut dire peut-être de mettre une zone de rétention, empêcher les personnes de venir approcher le secteur où on ouvre, faire tomber une prise d'escalade en résine. Forcément, ça va avoir des conséquences graves pour la personne qui subirait une projection de d'éclat. Donc ça, c'est une des premières causes. Deuxième cause, dans la chute de personnes. Chute de personnes, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on a parlé de la deuxième corde, d'une double corde. Et ben pourquoi on va utiliser une double corde, un système de backup? Eh bien parce que sur cette corde principale sur laquelle on va travailler, soit on va avoir des frottements à gérer, donc un risque de rupture de cette fameuse corde. Il va y avoir autre chose, ça peut être les outils avec lesquels on travaille lorsque l'on ouvre. Est-ce qu'on va disquer des vis? Est-ce qu'on va utiliser une visseuse? Qu'est-ce qu'on va utiliser? Donc la matière, le textile, est-ce qu'elle est compatible ou pas avec l'utilisation des appareils qu'on a à portée de nous? Et cette deuxième corde, eh ben, c'est bien beau d'en mettre une, mais il faut encore avoir notion des risques qui sont associés, c'est-à-dire le tirant d'air qui pourrait être amené et de comment je vais utiliser ce système de backup, qui culturellement n'est pas toujours, comme l'a dit Fred tout à l'heure, eh ben, on vient du sport, on a des activités qui font qu'on gère notre première corde, mais est-ce qu'on sait bien gérer la deuxième corde? Et pour amener ça, eh ben, qu'est-ce qui va nous amener? Il va falloir aller peut-être vers de la formation de cordistes, qui nous permet de se rapprocher des deux environnements et de faire un lien entre la partie sportive, l'utilisation d'équipements de protection individuelle sport, et plutôt aller se rapprocher vers des équipements de protection individuelle plutôt typés travaux à hauteur, avec des techniques et une formation associée. Donc la notice technique, bien sûr, connaître le cadre où on peut utiliser ces équipements et quels sont les risques dans l'utilisation de ces produits. Voilà, sur les aspects de sécurité, donc je reviens, oui, sur les problématiques de chute de personnes, voilà, liées au frottement. Notre centre forme aussi à la spéléologie, donc où la question des frottements a été travaillée depuis bien avant tout ça. Alors je ne suis pas spéléologue, mais j'ai la chance de pouvoir croiser avec les collègues. C'est vrai que l'analyse, souvent ce qui manque aujourd'hui dans l'ouverture, c'est la sensibilité aux notions de frottement de la corde, parce qu'on travaille sur des cordes fixes, on n'est plus sur des cordes coulissantes où les frottements vont jamais se faire au même endroit sur la corde. Et de ce que je vois dans les expériences qu'on peut avoir, c'est les frottements sur les volumes, sur les prises proéminentes,
voire même les frottements sur les réglettes métalliques. Autant sur un volume, une prise, ça se voit vite, c'est abrasif, et c'est un point dangereux, très très dangereux. Ne pas oublier qu'une réglette métallique de jonction de plaques, c'est pas fait pour ça. C'est fait pour une corde coulissante aussi. Donc il peut y avoir des surprises à ce niveau-là, ne serait-ce qu'un frottement sur une petite vis un peu proéminente, mal meulée, ou qui n'était pas vissée, qui n'est pas à la bonne dimension. Donc c'est des points, on s'aperçoit, qui sont très très fins et sur lesquels on devra avoir une vigilance particulière. Au-delà, après, des risques de chute de personnes, c'est aussi, voilà, Franck l'a très bien dit, il y a toutes les notions liées au levage, parce qu'on lève quand même des poids considérables, donc avec des techniques pour voilà, essayer de s'alléger, etc., mais des fois plus ou moins douteuses. Est-ce que la caisse sur laquelle on s'amarre, est-ce que les poignées sont solides, voilà, parce que c'est, voilà, une caisse pleine de prise peut peser plusieurs dizaines de kilos. Donc il y a cette problématique du levage. Il y a les pratiques aussi de chantier et de rapidité, ces petites mauvaises habitudes qu'on a parce qu'on est des gens super adroits, on est des bons grimpeurs, voilà, on est capable de jeter sur un bidois, donc on est capable de jeter à 10 mètres un embout de visseuse aussi, et de le rattraper éventuellement. Voilà. Mais ces petites pratiques aussi font partie de ces points de prévention. On ne veut pas dire qu'il y a forcément de l'accidentologie. Sur le jet de prise et d'embout, ça va. Les tapis de réception, par contre, ils ont de l'accidentologie. Parce qu'il y a quelques trous, je pense. Un autre élément important, c'est toute la traumatologie posturale. Parce qu'on a des beaux corps d'athlètes sculptés avec des capacités de dégainage hors du commun. Donc on est capable de faire la planche dans un plafond et de planter une prise qui pèse 10 kg à bout de bras. Mais ça, dans le temps, si ça devient un métier, s'il y a une régularité dans les journées, etc., c'est quelque chose sur lequel... Et c'est là où je disais, c'est devenu un vrai métier, le métier d'ouvreur. Il va falloir apprendre à s'économiser aussi dans le hissage des prises, dans la manière de les visser, utiliser une sellette, pas une sellette, mais au moins faire attention à sa posture. Et c'est là où on viendra aussi sur la formation, c'est évoluer sur une corde. La poignée gris-gris, c'est bien, mais il y a d'autres méthodes aussi. On peut travailler sur des méthodes beaucoup plus efficientes et qui permettent de s'économiser. Enfin, sur la protection du travailleur, parce que la loi prévoit de protéger des chutes de hauteur, Franck l'a dit, et de protéger le travailleur au sens large. Le port de gants, le port de lunettes, un casque anti-bruit, est-ce que c'est débile aujourd'hui dans l'ouverture ? Tiens, ils se sont arrêtés un petit peu là-bas. Moi, je les envie pas. Il n'y en a aucun qui a les écouteurs. C'est vrai que moi, maintenant, je mets les bouchons d'oreille. Parce que voilà, le bruit de la visseuse, de la boulonneuse, de la choqueuse, pardon. C'est une vraie problématique. Voilà, les petits grains de sable issus des prises ou des fonds de plaques qui sectionnent les yeux. Voilà. Ça, c'est une réalité. Alors, c'est vrai qu'après... Après, je refile la parole aux collègues. C'est au final un ouvreur. Je me souviens d'un symposium chez Petzl où il y avait un ouvreur. J'ai pris peur. C'était un cosmonaute. Et il y a une photo qui tourne dans les revues. Là, il y a une publicité Petzl maintenant. Où on voit quelqu'un d'équipé, voilà, d'équipé intégralement avec casque, lunettes, casque anti-bruit. Il manque que les chaussures de sécu. D'ailleurs. Elle les a. Elles sont coquées. Elles sont coquées. Voilà. Voilà. Quand on voit tous ces éléments, le temps passé, la récurrence de l'activité, voilà, c'est là où j'ouvre un peu la réflexion là-dessus. Pour avoir bossé avec un paquet d'ouvreurs, on a aussi un exemple, c'est les lunettes de protection. En fait, on peut faire l'historique de tous ceux qui ont déjà eu des éclats dans les yeux. Mais en fait, c'est ceux qui, au bout d'un moment, mettent les lunettes. En 10 ans ou en 5 ans d'ouverture, ça va forcément arriver à un ouvreur. Mais en général, il prend la décision de les mettre tous les jours à partir du moment où il aura eu un éclat. Et en les questionnant, à chaque fois, les gars qui ont des lunettes, ils me disent « Ah oui, toi aussi, tu as eu un éclat ? Ah oui, moi aussi. » Et du coup, au final, on se rend compte qu'on a du mal à dire aux gens « Mettez vos lunettes dès le début ». On le dit, on leur dit « Mettez vos lunettes ». Ils ne le font pas, en général. Puis une fois qu'ils ont fait un tour à l'hôpital, où ils ont l'œil ouvert comme ça, il y a une pince qui arrive, qui retire les... Enfin bref, voilà, au bout d'un moment, on met les lunettes. Mais c'est pas facile de faire en sorte que l'expérience de chacun profite à tout le monde. Et au final, c'est ce qu'on est en train de faire là sur tous les aspects, c'est de dire... voilà, travailler sur une corde, on a eu un accident là, là, là et là. Alors oui, sur l'ensemble de la France, ça fait pas beaucoup, mais quand même, si on veut éviter des morts et des accidents graves, la sécurité veut qu'on passe par là. Je vais vous citer un autre exemple pour vraiment montrer cette évolution de notre pratique. Sur pas mal de questions, on trouve des solutions. Sur les lunettes, on a la solution. Sur les oreilles, on a la solution. Et on parlait pour l'instant du levage. Quand on ouvre sur corde,
on a besoin de hisser des prises, de hisser des volumes, de hisser des vis, d'avoir sa visseuse avec soi, tout ça là. Dans quoi on met tout ça? D'accord. Donc jusque-là, on mettait dans des seaux. On achetait chez les plombiers, les maçons, des seaux de maçon à casto. Voilà, c'est pas hyper solide. De temps en temps, il y en a des plus solides, mais bon, c'est pas fait pour ça. De temps en temps, on prend des caisses, on met des ficelles au bout. Ça marche à peu près bien, mais bon, c'est quand même des caisses qu'on se prend dans les genoux, ça fait mal. Voilà. Et du coup, l'autre fois, je me suis dit, on cherche quelque chose de vraiment rigide, d'assez grand, de machin. Et en fait, on n'a pas encore un fabricant qui s'est dit, tiens, on va faire un système de hissage pour des ouvreurs qui soit vraiment bien, qui soit rigide, qui soit de la bonne taille, pas trop petit, pas trop grand. Voilà. Et du coup, nous, là, Climb Up, on est obligé de faire, pour l'instant, on en est à faire venir des trucs des États-Unis parce que c'est le seul endroit où on a trouvé ça. Mais les États-Unis sont un peu en avance par rapport à nous sur ces questions-là. Mais voilà, il y a des aspects où on a vraiment évolué, on a commencé à basculer. Et il y a des aspects où il y a encore du boulot, mais on est sur la bonne voie et on va y arriver. Mais de temps en temps, on trouve les solutions ailleurs, mais quand on doit créer nos solutions, ça prend plus de temps. Voilà. Du coup, on a parlé de la double corde, on a parlé du matériel à hisser, on a parlé de beaucoup de choses. Et donc, dans cette double corde, on va peut-être en rajouter une troisième, justement, qui va permettre de hisser du matériel, hisser les prises. Le seau, c'est quelque chose qui existe. Le sac dans lequel on met plein de prises, c'est quelque chose qui existe. Bien évidemment, si on n'a pas une visibilité sur ce qu'il y a dans notre seau, dans notre sac, ça va être compliqué d'aller chercher la bonne prise. Donc plus l'ouverture va être grande, donc l'utilisation de caisse est parfois un petit peu mieux. Et après, il va falloir les hisser. Bien sûr, c'est lourd. Sur ces systèmes de hissage, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter notre troisième corde qui va nous permettre de travailler, de pouvoir hisser, monter les caisses au bon niveau pour pouvoir les installer, pouvoir descendre sur nos cordes de progression avec notre corde de backup, de protection qui va être derrière, cette fameuse deuxième corde. Et donc, cette troisième corde, elle va servir également quand je vais me déplacer. J'ouvre une voie d'un côté, je l'ouvre à droite, j'ai ma corde par exemple à gauche pour récupérer mes prises dedans. C'est aussi mon poste de travail qui va me servir à ouvrir la voie qui sera à côté. Donc tout ça, ça s'organise. Dans ces doubles cordes et dans cette troisième corde, ce qui est important de se dire, c'est que si j'ai un problème, moi, sur mon poste de travail, il faut que mon camarade soit capable de venir me secourir. Donc c'est pour ça qu'on va mettre une troisième corde et on ne va pas hisser les prises sous soi, on ne va pas utiliser la même corde de progression ou de backup pour pouvoir mettre nos prises et mettre notre matériel. Ouais, pour préciser un tout petit truc, en fait, souvent ce qui se passe, c'est qu'on travaille sur une corde et on a la corde de sécu. Et en fait, la manip de secours fait qu'on inverse les rôles. On est secouru par celui qui va remonter sur notre corde de sécu et nous récupérer. Non, tu dis si je me trompe, mais nous, c'est notre process chez Climb Up. Voilà. Il va du coup récupérer, mettre sa corde de sécu sur la corde de travail de l'autre. Donc si une des deux cordes est encombrée par des seaux, des caisses, des machins, peut-être que le gars il va rester 5 minutes de plus pendu à sa corde parce qu'il faut se réorganiser. Alors que si tout est propre, le secouriste va aller très vite. Et du coup, le gars sera en meilleur état quand il va arriver au sol. Voilà, donc c'est pour ça qu'on dit souvent qu'il faut vraiment différencier les cordes où on travaille et où on se sécurise de la corde où on hisse les seaux, les prises et les volumes. Mais une fois qu'on est au point sur tout ça, je peux vous dire que vous pouvez aller sur des glaciers, sortir des gars d'une crevasse. Il y a quelques petites notions de mouflage qui ont été déjà un peu emmagasinées par les ouvreurs. Même si c'est encore un autre monde, il y a quand même des trucs qu'on retrouve. Alors c'est vrai que moi étant plus sur le champ sport, du travail, mais via le champ sport, c'est la double corde commence à arriver dans la formation. C'est quelque chose maintenant qu'on systématise. Tous nos stagiaires moniteurs d'escalade sont formés, ont une sensibilisation à l'utilisation de la double corde. Tout en partant du principe que c'est des experts de la corde à la base. Voilà, alors les grimpeurs, sur la gestion des frottements, ils ne sont pas très bons. Mais quand je parlais des spéléologues, les spéléologues, on descend à moins 1000 sous terre sur de la corde de 8 mm. On n'a jamais doublé une corde. Dans une logique sportive, bien sûr. Mais c'est en termes de gestion de frottement, ils savent faire des choses très très fortes. Donc nous, on va plutôt insister sur le fait que ce qui est important, c'est la corde principale. D'où mon discours un petit peu sur les frottements, etc. Celle-là, elle doit être très bien posée. Parce que l'autre n'est qu'un backup. On va utiliser la double corde, mais c'est qu'un backup.
Et le danger qu'on a aujourd'hui à toujours doubler, les systèmes de redondance qu'on met sur toutes les techniques, c'est comme quand on travaille à deux. Il y a une baisse de vigilance, une forme de dilution de la responsabilité. Et là, tout seul, on compte toujours sur la corde d'à côté avec la roulette. De toute façon, elle fera bien son œuvre. Non, c'est le point de vigilance que je souligne. Je pense, c'est la corde principale, c'est elle qui fait le boulot. L'autre, c'est qu'un backup. Et moi, j'ai une question très précise aux fabricants Petzl, parce que moi, j'entends des rumeurs tout le temps. Hein. Je suis à un endroit d'où je capte énormément de rumeurs. C'est le tirant d'air de l'ASAP, hein, l'outil qui sert à stopper la chute sur double corde. Il paraît que c'est 8 mètres. Donc ça ne sert à rien sur mon mur de 12 mètres. Donc non, le tirant d'air, je ne sais pas si ça parle à tout le monde. Qu'est-ce que c'est ? C'est le dégagement qu'on va avoir au niveau du point où on est relié. Donc, en l'occurrence, quand on parle de la ZAP, ça va être le point où se situe la ZAP, et par rapport au premier obstacle ou par rapport au sol. Donc non, ce n'est pas du mètre, bien évidemment. Et ça fait partie justement des formations qui sont liées à ça et des notices techniques qui sont associées au produit. C'est-à-dire que, déjà, il faut connaître le produit, son utilisation, l'environnement pour l'utiliser, et également ses limites d'utilisation. Donc le tirant d'air, ça va être quoi ? Ou la gestion plutôt du tirant d'air, ça va être déjà de limiter le facteur de chute. Le facteur de chute, qu'est-ce que c'est ? Ça va être la sévérité de la chute, où je me situe par rapport à ce point d'ancrage. Donc mon ASAP, la première des choses à faire, l'ASAP, qu'est-ce que c'est ? C'est un anti-chute mobile sur corde. C'est notre fameux backup qu'on va avoir sur la deuxième corde. Ça va être de travailler toujours en ayant l'ASAP le plus haut possible. Voilà. Plus l'ASAP sera haut, et moins on parlera de tirant d'air, ou du moins il va falloir le gérer par rapport au début de la voie, c'est-à-dire par rapport au sol. Mais là, on aura des tapis au sol par rapport à ça. Donc non, il ne s'agit pas du mètre, mais il suffit de regarder la notice technique et où on se situe par rapport à la ZAP, ou si est-ce qu'il est en facteur 0, en facteur 0,5, en facteur 1 ou en facteur 2. On débattait hier avec Florence Pinet, on ouvrait et on débattait de est-ce qu'il vaut mieux ouvrir en montant ou ouvrir en descendant, ce qui est un vrai débat d'ouvreur. Est-ce qu'on préfère faire par le haut ou par le bas ? Là, je viens de marquer un point de plus sans le savoir, c'est que du coup, mon ASAP est toujours au-dessus de moi quand je redescends. Voilà, du coup, alors que quand on ouvre en montant, l'ASAP est toujours un peu plus bas. Et du coup, en cas de chute, ça fait Donc après, la petite astuce, c'est que si on ouvre du bas vers le haut, c'est au fur et à mesure qu'on monte, c'est d'accompagner son ASAP manuellement pour toujours limiter ce fameux facteur de chute et du coup le tirant d'air. Ouvrir en descendant, ça c'est martien pour moi. Trop fort. Non, mais pour expliquer un petit peu, on me pose souvent la question. Moi, c'est un truc que je fais depuis pas mal de temps. J'ouvre toujours en descendant. J'ai, je pense, chopé des petits trucs qui sont intéressants. Par exemple, on hisse ses affaires une seule fois. Après, moi, je les attache à moi et j'ai plus à les hisser. Quelqu'un qui ouvre en montant, il va hisser 1 mètre, il va hisser des prises, il va rehisser, il va passer sa journée à hisser des sacs. L'autre avantage, c'est une fois que je suis en haut, je peux hisser avec la jambe, sans forcer avec les bras. Et du coup, en termes d'économie d'énergie, après, on a encore du jus pour grimper. Du coup, c'est pas mal. Voilà. Pareil, quand moi, je fais une montée rapide et après, j'ai juste à tirer sur la poignée pour descendre au fur et à mesure. En termes énergétiques, c'est intéressant. Et après, on me dit que souvent, mais comment tu fais pour t'y retrouver dans les mouvements ? C'est juste une question de pratique. Quand on ouvre à la nacelle, au début, on est perdu. On dit, mais je ne suis pas sur le mur, je suis un peu perdu, je n'ai pas mes repères. Et avec la pratique, on se rend compte des distances. Au début, on est perdu, puis après, on grimpe, on dit, ah là, je l'ai mis trop loin, puis on apprend. On se fait des repères comme ça. Et en fait, ouvrir en descendant, c'est pareil, c'est juste une logique de dire quels vont être mes moves quand je vais monter. Du coup, il faut juste réfléchir un petit peu différemment. Mais le rendu, au final, est quasi le même. Et voilà, quoi, c'est juste une question d'habitude. Mais moi, je trouve qu'il y a tellement de petits avantages sur la gestion au quotidien que ça peut être un truc intéressant. Je ne l'oblige pas du tout, ni à personne, mais c'est quand même un truc à tester. Le truc d'après, c'est la formation. C'est ça ? Moi, je veux bien commencer. Tu compléteras après sur la formation. C'est un truc qui m'intéresse. Le métier d'ouvreur, pour l'instant, c'est un métier dans le sens où c'est un vrai travail qu'on peut faire à 35 heures, ça embauche, etc. etc. Je me mets là, pour commencer, à la place de l'employeur. Comment recruter quelqu'un ? Est-ce que je vais me baser sur un diplôme ? Non, ça n'existe pas. Il n'y a pas de diplôme d'ouvreur. Alors, il y a des diplômes de BE ou de DE escalade où à l'intérieur, il y a quelques petites formations. Donc déjà, moi, en tant qu'employeur, ça peut me faire des petits repères.
On a des diplômes FFME qui existent pour la compétition. Si moi, on me dit que le gars, il est ouvreur N1 ou ouvreur N2, avant on appelait ça ouvreur régional, ouvreur national, je sais que le gars, il a déjà ouvert sur des compétitions nationales, du coup, ça me fait un petit peu des petits repères. Mais pour l'instant, en termes de formation, on est quand même sur un truc assez vague et assez flou qui ne correspond pas forcément à ce qu'on recherche dans les salles ou à ce qu'on recherche dans les clubs. D'accord ? Et du coup, Fred va nous en parler un petit peu. Dans les salles, pour l'instant, on fait des formations vraiment en interne, mais on a tellement de salles qui s'ouvrent tellement vite. Là, on a Climb Up, on a Vertical Art, on a Arcos, on a Blockout. J'ai pas dit tout le monde, il y a toutes les salles indépendantes. Chaque année en France, il y a minimum 10 salles qui ouvrent. Dans chaque salle, il faut entre 5 et 10 ouvreurs. Je vous laisse imaginer le nombre d'ouvreurs qu'il faut créer par an. Là, entre maintenant et les 10 prochaines années, ça fait un nombre d'ouvreurs assez incroyable qu'il va falloir trouver dans nos salles. Voilà, du coup, le problème de la formation se pose vraiment, au point que Arcos s'est dit on n'a pas la solution ailleurs, on ne va pas pouvoir dire à la Fédé de créer 10 formations de plus comme ça du jour au lendemain. Enfin voilà, c'est pas un truc dont on est maîtrisant. Donc Arcos s'est dit on va créer la Arcos Academy. Climb Up est en train de faire la même chose en interne. Et je pense qu'avec les années, les choses vont évoluer sur la formation, mais voilà, il va se passer plein de choses parce que comme tout, quand le métier grossit très vite, derrière il y a tout qui suit. On s'améliore sur la double corde, on s'améliore sur le lissage et on va aussi s'améliorer, je pense, sur la formation parce qu'il y a un vrai besoin, il y a une vraie urgence et on parlait de la qualité à la fin. Oui, il y a la sécurité, il y a la qualité et si on veut avoir tout ça là, il faut des gars qui soient formés et qui aient pratiqué parce que même si le gars on l'a bien formé sur la double corde, si en termes de gestuelle c'est naze, on s'en fiche qu'il soit sur la double corde. Si on prend des gars qui ont bossé 10 ans en travaux accro, super, hein, ils vont faire des trucs carrés, clean, très bien en double corde, mais entre guillemets, ils servent à rien parce qu'en fait, en termes de gestuelle et d'escalade, si le gars il n'arrive pas à grimper dans un 6B ou dans un 7A, en fait, ça ne nous intéresse pas. Donc voilà, il faut une double compétence qui est assez rare et qu'il va falloir du coup ne plus chercher mais former les gens. Oui, alors nous au CREPS, en termes de formation, on fait une formation d'enseignant de l'escalade, donc c'est la partie ouverture, c'est pas la composante principale. Et on va s'appuyer sur leur expertise de la corde, comme je l'ai déjà dit. Ils savent déjà évoluer sur corde, ils sont à l'aise là-dessus. Donc c'est relativement réduit le contenu qu'on va apporter, et peut-être après, c'est quand ils vont aller en stage, en structure, où ils vont pouvoir conforter certaines techniques, etc., certaines habiletés. Par contre, dans la formation, on est à la fois sur les aspects techniques, sensibilisation double corde. On est très attentif au déplacement efficace sur corde, parce que c'est quelque chose de transversal aussi. C'est-à-dire remonter sur une corde, c'est une gestuelle particulière, c'est savoir utiliser différents outils en fonction des contextes, c'est avoir un raisonnement permanent sur l'économie du geste. Ça, les grimpeurs ont du mal à le faire. Alors que, voilà, il équipe en descendant, c'est pas pour rien, c'est pour s'économiser. Et c'est ce qu'on fait dans les voies dures. Donc on est capable aussi de le faire sur corde. Donc voilà, c'est des contenus qu'on va amener et sur lesquels on est très attaché. Donc en termes de formation, la Fédé a une formation CQP. Après, je pense que des ouvreurs qui ouvrent depuis longue date, s'ils se rapprochent d'une formation de cordiste vers un centre de formation qui fait de la formation de cordiste, il aura forcément un peu cette notion de la double corde, des risques associés donc à l'environnement, et ce qui fait que ça amènera déjà aussi une solution ou une réponse à cette problématique. Donc, dans ces formations, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir la prévention des risques, comment se protéger soi, comment protéger les autres, les autres personnes qui sont autour. Il va y avoir le souci de l'ancrage, quel ancrage choisir. Le souci de se dire, si vous ouvrez et que vous finissez votre atelier à 17h, mais que la salle est ouverte jusqu'à 22h, est-ce qu'il n'y a pas des grimpeurs qui vont venir dans le secteur ? Est-ce qu'ils ne vont pas toucher mes points d'ancrage ? Est-ce qu'ils ne vont pas venir toucher mes nœuds, etc. Donc cette vigilance et cette attention qu'on va prendre le matin avant d'aller travailler, se mettre en place sur sa corde. Donc ça va être important. Et après, ça va être la gestion des déplacements sur cette même corde, peut-être de passer de corde à corde. Est-ce que ma deuxième corde, elle va être fixée à un seul endroit ? Est-ce que je vais en mettre à d'autres endroits ? Cette gestion d'angle ou de balancier qu'il va falloir aussi apprendre. Et ça, même si l'ouvreur, c'est un grimpeur avant tout,
eh ben, il va falloir avoir ces notions de risque associées à ces utilisations d'équipements. Donc, dans la suite, on en a parlé tout à l'heure brièvement. Sous le secours, bien sûr, l'ouvreur, eh ben, il peut très bien avoir un problème. Il peut tout simplement faire un malaise sur sa corde parce qu'il il est fatigué pour X raisons. Eh bien, l'accès sur les cordes, Bastien en a parlé tout à l'heure. On a des techniques d'accès pour aller au plus près de notre camarade, pour l'évacuer au plus rapidement, parce qu'on connaît les risques associés d'une personne qui est suspendue sur une corde. Et après, ce sera les gestes de premier secours qui sont associés en fonction de la situation. Voilà, ensuite, Bastien a ouvert un petit peu sur les notions de qualité. Alors, c'est... bien évidemment, ouvrir, c'est pas du BTP. Hein, c'est ce que tu as dit en creux. Et il est vrai qu'aujourd'hui, un ouvreur, il va ouvrir pour différents contextes. Donc on va voir, alors bon, j'ai essayé de gratouiller un peu, mais il va y avoir des finalités récréatives, c'est-à-dire destinations de public qui sont là pour le plaisir, pour des motivations qui ne sont pas forcément sportives. On va avoir des finalités d'ouverture pédagogique, l'enseignant de l'escalade, hein, alors quel que soit son niveau d'intervention, ça peut être du scolaire au perf, mais c'est de l'ouverture à thème, l'ouverture pour développer des habiletés motrices, gestuelles, particulières. On va voir les finalités sportives. Donc là, on va être sur des thématiques plus liées à l'entraînement, à la progression, avec une exigence aussi du pratiquant derrière, qui est importante. Et puis, bien sûr, l'ouverture compétitive. Il ne faut pas l'oublier, hein, parce que là, on parle souvent des salles, des clubs, etc. Mais il y a l'ouverture de compétition qui a beaucoup évolué. Et il y a quelques décennies, l'ouverture de compétition, ça devait faire le tri et sortir un premier. Aujourd'hui, il y a des exigences de spectacle aussi. Et ça a même fait évoluer le geste en escalade, etc. Cette recherche du spectacle, du beau mouvement visuel, télévisuel. Donc voilà. Donc il ne faut pas oublier que la formation de l'ouvreur ne peut pas se cantonner qu'à des éléments de sécurité, mais doit forcément intégrer ces différentes dimensions. Alors moi, la question que je pose à mes collègues aussi, c'est est-ce que tout le monde peut devenir un bon ouvreur ? Qu'est-ce qu'il faut pour devenir un bon ouvreur ? Ça, c'est une question à choix multiples et sans vraie réponse. En fait, comme il a dit, dans chaque spécialité, il y a un vrai monde qui s'ouvre. En compétition, on peut devenir un super ouvreur de compétition, mais au bout d'un moment, être tellement un peu dans l'élite et dans ses repères avec les meilleurs que le jour où on va vous inviter dans un club pour ouvrir des 4B et des 5A et des 5C, peut-être qu'on sera perdu. Et inversement, un gars qui ouvre tout le temps dans les clubs, on va dire au fait, là il y a le championnat régional, il faut départager les 3 meilleurs garçons de la région. Le gars il peut être perdu et voilà, faut vraiment se faire des repères un peu partout. Oui, on peut passer d'un monde à l'autre avec l'expérience, etc., mais il faut se rendre compte que des fois on dit ouvreur, on met tout dans le même panier. Mais en fait, on ne peut pas faire un seul panier. On pourrait presque faire plusieurs petits paniers, dire il y a l'ouvreur de salle privée, l'ouvreur de compétition, l'ouvreur... Parce que déjà, au sein d'une salle privée, on veut des voix comme... C'est jamais toujours la même voix. Il y a un cahier des charges qui est important, il faut respecter des couleurs. Il y a la couleur débutant, la couleur moyen, il faut respecter les cotations, il faut respecter des règles... pour pas que la personne tombe à la première dégaine, il y a la deuxième dégaine tout de suite et qu'elle se fasse mal, etc. Voilà. L'ouvreur en compétition, il y a un gars à côté de lui, il s'appelle le président de jury. Il lui dit là, ils sont 60, vous avez 2 voix, il faut tous les départager. Voilà. Donc ça, c'est un truc qu'il faut se dire, je ne vais pas pouvoir faire une voix très progressive, parce que si tout le monde tombe à la fin, ça ne va pas. Je ne vais pas pouvoir faire une voix avec des petits moves durs régulièrement, sinon ça va me faire des tas de grimpeurs par tas de 10, du coup ça ne va pas aller. Donc dès le début, si on me dit tu as 60 personnes, il faut les départager en 2 voix, tout de suite, vous avez une voix qui peut que être dans un certain style en termes d'intensité. Donc voilà, ça demande déjà une certaine pratique, une certaine expérience, etc., etc. Donc quand on parle de qualité, en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire est-ce que le gars, il est capable de faire ce qu'on lui demande ? Voilà. Donc un ouvreur, c'est ça. Je pense que c'est comme ça qu'on peut vraiment résumer le métier d'ouvreur. C'est qu'est-ce qu'un ouvreur de qualité ? C'est un ouvreur qui est capable de s'adapter à la situation. Et les situations sont tellement variées qu'on peut être de qualité sur un truc mais pas sur un autre. Et du coup, c'est aussi le rôle de l'employeur de se rendre compte de qui il a en face de lui
Est-ce qu'il lui en demande pas trop? Est-ce qu'il lui en demande assez, etc., etc. Voilà. Vu l'heure, je pense qu'on va s'orienter vers la conclusion et puis vous laisser un petit peu la parole. La conclusion, c'était voilà, c'est. Alors moi, est-ce que l'ouvreur, hein, on avait dit, est-ce que c'est un métier d'avenir? Est-ce que ça peut être un métier? Est-ce qu'on peut vivre en tant qu'ouvreur à temps plein, pas à temps plein, à temps partiel? Moi, ma position, comme je forme des moniteurs, c'est que c'est une composante nécessaire de leur activité. Mais sur laquelle je ne les forme pas en priorité. Je ne forme pas des ouvreurs à plein temps non plus. Mais c'est intéressant, je pense, d'avoir votre regard, hein, mes deux collègues, sur cet aspect-là. Moi, je pense que c'est un vrai métier, mais qu'on ne peut pas faire à plein temps. Dans le sens où, si on peut parler d'ouverture à plein temps, moi, c'est ce que je fais toute la journée, on parle d'ouverture, mais on ne peut pas visser des prises du lundi au vendredi et avoir que 2 jours pour se reposer. Si vous devez faire un 8A, un 7C, un 7B, un 7A le lundi soir, vous êtes cuit. Le mardi, vous n'avez pas le temps de récupérer. Si vous refaites pareil le mardi, bah, vous avez encore moins le temps de récupérer, etc. Du coup, c'est un truc qu'on ne peut pas faire tous les jours. Mais en général, on essaye de le mixer avec d'autres activités. Et si on arrive à faire 2 jours d'ouverture par semaine, hop, un jour d'encadrement, un jour d'accueil ou d'autres choses, hein, dans la vie, on peut faire plein d'autres trucs, et ben c'est un truc qui fonctionne. Voilà. Donc c'est un vrai métier dans le sens où il y a tellement de connaissances à avoir que c'est un vrai métier. C'est pas un truc qu'on peut faire tout le temps. Alors certaines personnes dans certaines salles ont la gestion des plannings, la gestion du local à matos le mardi, le mercredi ouverture, le jeudi formation avec d'autres gars. Donc oui, ils arrivent à avoir un plein temps là-dessus, mais c'est un métier, mais attention de pas si on le fait à plein temps trop fort, on va vite se blesser et on va pas durer dans le temps. Donc si on veut durer, attention à soi. Voilà. Donc tu disais que c'est une niche. Oui, c'est une niche. Déjà, l'escalade, c'est un petit sport. L'ouverture, c'est encore un métier qui est pas très connu et qui est quand même assez petit. Voilà. Donc voilà, donc ça concerne pas énormément de personnes, mais le truc est quand même en train d'évoluer vite. Quand on regarde le passé, ça concernait franchement à l'époque 20, 30, 40 personnes en France. Maintenant, on voit le nombre de personnes qui bossent en ouverture, c'est assez impressionnant. Et je pense que là, si on se projette dans 10 ans, ça va au moins doubler. Donc il y a un vrai... c'est une niche qui est quand même en train de vraiment grossir assez vite, quoi. Voilà. Non, tu veux dire quelque chose? Après, on vous laisse la parole. Ouais, je voulais juste terminer sur... effectivement, c'est un vrai métier parce que les personnes sont salariées. Et donc, qui dit salarié dit salaire. Donc, ils sont payés pour ça. Donc, oui, c'est un métier, ouais. Voilà, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas. On est preneur sur des points généraux, précis. Vas-y, il y a un micro qui va arriver derrière toi. Bonjour. Moi, je voulais juste revenir sur la partie, comme vous l'avez dit et répété, ouvreur, c'est un métier, c'est professionnel. Donc, sur la partie sécurité, parler des cordes de travail, de la gestion des cordes de travail, je pense je vois difficilement un débat à avoir là-dessus à partir du moment où on est sur une mise en œuvre professionnelle. La sécurité, que ce soit pour changer une descente de gouttière ou pour visser des prises, on est sur un cadre pro et la gestion des risques doit être la même. On travaille pour des gens qui vous viennent pour du loisir, mais le professionnel qui est à son poste de travail, quel que soit le travail qu'il effectue, la problématique des risques est la même. En fait, on n'a aucun doute sur le fait que c'est un métier, mais je m'en amuse un peu et c'est un débat qu'on a aussi entre nous. C'est que souvent, on me dit, mais c'est ta passion? C'est ton métier ou c'est ta passion? T'es là, ben, c'est un peu les deux. Non, mais voilà, c'est souvent un discours qu'on a. Et effectivement, avant, on faisait ça par passion. Après avoir grimpé, on allait ouvrir une voie. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. J'étais au lycée, j'avais fini ma séance et le prof, il m'a dit, tu veux pas ouvrir un 5B? Je dis, bon, si, j'ai une demi-heure, je te fais un 5B. Voilà, c'était ma passion. Mais au fur et à mesure, ça devient un vrai métier, effectivement. En fait, c'est des travaux en hauteur, voilà, qu'on fait. Et dans notre passion, donc, on ouvre des voies, mais du coup, c'est un métier. Moi, j'ai aucun doute sur le fait que ce soit un métier, mais ça retranscrit un peu l'évolution historique du truc qui est arrivé. Je pense qu'on t'aurait posé la même question il y a 15 ans. Bah, il y aurait eu plus de monde qui t'aurait dit mais non, c'est une passion, c'est un truc que tu fais le week-end comme ça. Voilà. Mais pareil, en falaise, hein, les premiers équipeurs,
ils faisaient pas vraiment la différence entre leur grimpe et quand ils équipaient. En fait, ils ouvraient des voies, après ils ont mis des petits points, après ils se sont mis à mettre plein de points. Et maintenant, le gars, il est harnaché comme un vrai mec qui bosse en... Et tu peux pas dire à un gars qui rééquipe une falaise de gauche à droite 80 voies en 2 mois ou en je sais pas combien de temps, et mec, c'est ta passion. Maintenant, le gars, il vient, il se lève à 8h, il finit à 18h, il fait ça un nombre de jours. Là, c'est sûr qu'il n'y a pas de doute, c'est un vrai métier. Ouais. Bien sûr. Non, mais ce que je veux dire en ça, c'est que le fait que les ouvreurs soient formés et l'obligation de travailler avec les mêmes normes de sécurité qu'un gars qui bosse en accro, ça devrait être une évidence. Et que les gars qui viennent se former pour être ouvreurs ne devraient même pas avoir le choix de se poser la question, est-ce que potentiellement on pourrait ne bosser que sur une seule corde, avec un bodard d'escalade, avec un casque peut-être Et bien ça, à l'heure actuelle, ça dépend un peu des lieux, parce que nous, on a vraiment basculé. Là, chez Climb Up, tu peux pas arriver et espérer ouvrir avec une seule corde, ça c'est plus possible. Mais il y a encore des clubs, je sais pas si nombreux, où voilà, on arrive, on ouvre entre bénévoles. Alors le casque est devenu obligatoire, c'est le discours de la Fédé maintenant. Je pense que c'est respecté de plus en plus, mais si on cherche bien, on trouvera, t'inquiète pas, des clubs où on travaille avec une seule corde, sans casque, ça existe. Ouais. La professionnalisation de l'ouverture, c'est quelque chose qui prend de l'essor et c'est assez récent. Moi, j'ai commencé il y a 22 ans, j'ouvrais des compètes, j'étais salarié, j'ai jamais mis une double corde. Voilà, on n'en parlait même pas. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une grande partie aussi de l'ouverture qui se fait bénévolement, dans le cadre associatif. Voilà, même nous, on a une structure d'escalade au Crêpes, et il y a la moitié de l'ouverture se fait par le club, sur ses créneaux, par des bénévoles. Donc on les a formés, etc. Mais après, eux, ils font ce qu'ils veulent. Et puis voilà, je dis, on est encore sur un glissement, c'est culturel et il va falloir du temps. Parce qu'il y a cette mouvance des salles privées, de plus en plus, avec des exigences très professionnelles. Des gens qui sont des gestionnaires, pros, et qui tiennent le même discours que toi et qui est heureux. Mais par contre, il y a toute une frange de pratiquants et de professionnels qui sont encore dans l'acceptation de ces protocoles, etc. Parce qu'ils n'ont pas envie de s'emmerder le soir dans un gymnase avec un casque sur la tête. Il y a le micro qui arrive derrière toi. Laurent Hennebeau, Villency, nous on a plusieurs associations, plusieurs murs, et justement il y a pas mal de murs qui sont ouverts par des bénévoles, par des associations. Du coup, comment on doit faire évoluer l'ouverture bénévole par ces associations ? Alors bien sûr, c'est toujours par la formation, mais je pense que c'est déjà en termes de... Alors si on parle de la sécurité, c'est un petit peu l'inventaire à la Prévert qu'on vous a fait, voilà, les risques inhérents, voilà, arriver à modéliser, informer sur quels sont les risques liés à la sécurité de la personne qui est en train d'ouvrir en hauteur. Parce que souvent, quand on n'adopte pas on ne met pas le casque quand on grimpe en tête parce qu'on ne s'est jamais fait mal en tête et puis on ne voit pas ce qui peut arriver. Après, hop, on regarde, on voit une fois une chute, la tête en bas, on comprend de suite que, tiens, mince, voilà, ça peut être utile. Donc je pense voilà, c'est bien informer le pratiquant plutôt que lui donner des procédures. Voilà, je crois qu'il faut informer sur les risques et après, on découle des procédures. Oui, parce que nous, on va avoir un problème avec les procédures, puisque bon, je suis moniteur, je suis cordiste, j'ai été sensibilisé à tout ça. Donc l'ouverture sur de double corde, on connaît, mais c'est pas quelque chose qu'on peut installer facilement auprès de bénévoles en association. Surtout que nous, sur nos structures, on leur fournit les cordes. Donc leur mettre un équipement particulier, pour ça, je ne vois pas comment l'instaurer. Mais du coup, voilà, comment tirer... Ça part d'une volonté déjà. Est-ce qu'on a envie de passer dans ce mode qui est un peu plus sécuritaire et qu'il faut cadrer un peu plus, voilà. Du coup, la phase 2, qui n'est pas facile à avaler pour les associations, c'est du coup le budget qui va derrière pour acheter tout ce matos. Du coup, phase 3, formation, et phase 4, allez, on y va. Mais effectivement, ouais, c'est un vrai pas à passer. Et la première chose, c'est la volonté. Est-ce qu'on reste sur un fonctionnement... une corde et comme ça, ou est-ce qu'on fait le pas de passer à ça? J'ai pas la solution, c'est sûr qu'avec des sous, la solution est toujours plus facile, mais... Nous, on l'a fait sur certaines structures qui sont
de niveau de difficulté important. Moi, je me mets des fois. Moi, j'ai été président de club à une époque et je me mets à la place du coup du président de club. En fait, le jour où il y a un accident ou le jour où il y a un mort, le président de club, c'est quand même celui qui a la responsabilité sur les épaules. Et du coup, comment aussi expliquer qu'on avait la connaissance, on savait par quel biais il fallait passer pour passer à la double corde. Là, on a eu un accident grave ou un mort et on n'a pas fait le pas parce que, je sais pas, c'est là que je me dis peut-être des fois, c'est en ayant ce raisonnement-là qu'on se dit, allez, on y va, on fait le pas. Parce que quand tout le monde va fonctionner d'une manière pour la sécurité, on va pas pouvoir dire, ouais, mais nous, on avait la flemme, ou c'était un peu compliqué, ou ceci, cela, ou on n'a pas embauché des gars, c'est ça ça va être très très dur à justifier avec les années qui arrivent là, de dire on n'a pas fait le pas. Après, il y a qu'est-ce que dit la fédération pour laquelle vous dépendez par rapport à ça. Et puis, si on se pose les bonnes questions, c'est se dire est-ce qu'il y a un risque réel ? Et si le risque réel existe, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ce risque ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter l'accident ? Et donc, c'est la question que se sont posées tous les professionnels, tous les travailleurs en hauteur qui font, quelle que soit la profession, d'où l'utilisation de cette double corde et tout ce qui est en train d'arriver d'un point de vue professionnel dans le métier d'ouvreur. Oui, mais alors par contre, moi je sais qu'il y a certaines associations, ça fait 30 ans qu'elles ouvrent comme ça. Il y a certaines associations, c'est même un rendez-vous et une vie du club. Si je fais basculer les choses de cette façon-là, j'arrive plus vers une professionnalisation en fait de l'ouverture. Moi personnellement, ça me pose pas de problème, mais je vais entendre beaucoup de oula au sein des associations. Et du coup, c'est de se dire comment, malgré tout, installer ça. Et ça va être très compliqué pour moi, je pense. Non, moi, je pense qu'en passant par une étape de formation, ça veut dire qu'une année, alors il y a l'aspect matériel à investir, mais je me dis, il y a peut-être une année où il va falloir que tout le monde passe le pas. Mais au final, on se rend compte qu'au quotidien, c'est pas beaucoup plus complexe. Et que du coup, après, même des bénévoles, en fait, ils pourraient faire ce fonctionnement-là à partir du moment où ça complexifie pas trop les choses. Donc si le matériel est déjà là, que les cordes, on prend un petit moment pour les installer, que tout est en place, au final, c'est pas beaucoup plus complexe. Du coup, le bénévole qui aime ça ne va pas... En fait, souvent, on se dit, mais tout le monde va fuir, c'est tellement compliqué. Mais nous, on pourrait se dire la même chose. C'est tellement compliqué, on va plus avoir d'ouvreurs. Mais en fait, c'est pas beaucoup plus compliqué. On a un ASAP qui doit nous suivre comme ça. C'est même au final un peu plus cool parce que le baudrier, il est hyper confortable. Du coup, quand j'ai fait 3 voies, je suis prêt à en faire une 4e parce que j'ai pas mal aux cuisses. Et si j'ai une sellette, encore mieux, je peux en faire une 6e parce que je suis confort. Voilà. Donc au final, souvent, ça en fait une montagne. Et au quotidien, je vais pas dire que c'est mieux parce que ça reste un poil plus lourd, mais l'ASAP, globalement, il te suit. Si tu équipes en descendant, il descend même avec toi. Ouais, ça, c'est un discours qui mais... est très entendable par des professionnels, mais sur une activité ponctuelle bénévole, je suis pas convaincu du tout. En fait, c'est une histoire de mentalité. Un mec qui fait ça depuis 30 ans, il aura du mal à faire le pas. Mais tu prends un jeune de 15 ans, tu lui apprends comme ça, il va kiffer ouvrir. En fait, c'est toujours ce qui est pas facile, c'est de passer le pas. Et faut que ça passe d'une volonté, mais je comprends. Ceux qui ont fait ça depuis 20 ans, ils vont dire mec, pourquoi je vais m'emmerder à tout ça. Mais ouais, je pense qu'à un moment... Ouais, alors, voilà, pas facile, je sais. Sur le cas de l'ouverture bénévole, il y a une chose qui n'est pas tranchée, c'est quand même la fédération avait fait une demande de dérogation sur la partie associative et bénévole, c'est-à-dire que l'ouverture reste sur le champ sportif et ne rentre pas dans le champ de la législation du travail en hauteur. C'est quelque chose qui n'est toujours pas tranché aujourd'hui. Ensuite, là je prends ma casquette jeunesse et sport, derrière, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la responsabilité du président de club, ou de la personne de la commune qui délègue la gestion, etc. Donc il y a une inquiétude légitime. Parce que lui, c'est son obligation générale de sécurité dans la pratique. C'est là où il peut être inquiété. Et je pense que c'est là où il faut avoir quand je parle d'adaptabilité, c'est important. C'est-à-dire, plutôt que de mettre les procédures, les normes de la loi, stricto sensu, la double corde, etc., je pense, quand je disais tout à l'heure, informer sur les risques, faire un état des lieux un petit peu des situations à risque en ouverture. Voilà. Peut-être que déjà le coup du casque anti-bruit, putain, ça fait du bruit, les visseuses, machin. Enfin voilà, ça peut. Déjà, hop, on est dans la démarche. Les frottements de cordes, tu sais gérer un frottement de cordes, tu sais que quand tu balaye là-dessus, on regarde le conseil technique Petzl sur les frottements de cordes, je ne sais pas s'il existe, mais voilà, on voit une corde qui explose au bout de 10 allers-retours sur une arête tranchante. Ah ouais, putain, on risque ça. Déjà, on va induire un comportement. Tiens, on va former à mettre des cordes hors frottement.
Et après, être sur de l'adaptation. La double corde, voilà, c'est bien, peut-être on la met, mais on n'est pas obligé de la fractionner 12 000 fois. Voilà, on va sur des profils assez simples. Ou alors, des fois, je sais que nous, on fait ça beaucoup sur l'équipement en grande voie avec nos stagiaires. On ne met pas une double corde, après le 300 mètres. On ne se balade pas avec 600 mètres de corde par personne. Par contre, j'utilise un outil coupant, une purge délicate, je reprends mon mou derrière, je le mets sur un point annexe, je me relonge dessus, je recrée la double corde à certaines situations. Donc, même un bénévole, on va pouvoir le former à sa sécurité. C'est juste, et je pense que le seul discours à avoir, c'est pour ta sécurité, c'est comme apprendre à assurer avec un gris-gris, avec un reverso ou autre. Il y a des bons gestes à avoir, et ces gestes-là, on peut te les enseigner. Donc je pense qu'on peut adapter le contexte quand même, par rapport au public. Et après, sur les aspects matériels, moi, je vois mal, si on me demande un jour une expertise, en tant que cadre d'État, je ne vais pas emmerder un président de club parce que le baudrier adapté du travail en hauteur, il sert à 10 bénévoles. Voilà, on n'est pas sur chaque bénévole doit avoir son baudrier unique et tout. Voilà, on a 2 ASAP dans le club, ça permet à 2 ouvreurs de bosser, avec 2 baudriers équipés. Voilà, je pense qu'il y a vraiment de l'adaptation à avoir, parce que c'est la preuve de bonne foi de la gestion en bon père de famille, une fois de plus. Là, sur ce que vient de dire Fred, c'est un équipement individuel, de protection individuelle. Ça ne veut pas dire que c'est nominatif. Donc on peut très bien en avoir 2 au sein du club et que tous les ouvreurs du club l'utilisent. Il n'y a pas de souci avec ça. Je crois que tu avais... Ouais, je voulais intervenir sur ce que tu es en train de dire et j'étais assez d'accord avec vous justement sur le fait de prendre le temps auprès des bénévoles et des clubs. Je pense qu'il y a aussi une chose qu'il va falloir vraiment prendre en compte, c'est que l'escalade évolue tellement vite en ce moment qu'il va falloir aussi que les clubs s'adaptent à ce mouvement et s'organisent de mieux en mieux. C'est-à-dire que le métier d'ouvreur, il devient vraiment important et professionnel. Il va falloir aussi que dans les clubs, ils acceptent à un certain moment d'augmenter peut-être leur cotisation, d'accord, pour pouvoir payer ces gens qui puissent intervenir dans les clubs. L'ouverture sera sûrement de meilleure qualité. Je ne parle pas pour nous, pour des indépendants, mais l'ouverture sera sûrement de meilleure qualité. Et il faut aussi, si c'est les bénévoles du club qui veulent s'investir dans leur club et ouvrir, qui se mettent en sécurité, c'est vraiment important. Je pense qu'il y a encore 10 ans, on était à ouvrir à la corde, on n'était même pas sur de la stat, on était encore sur de la dynamique. Clairement, on faisait de la merde. Enfin, ça, il faut vraiment qu'on s'en rende compte, on faisait n'importe quoi. C'est vrai que nous, on a participé aussi au symposium chez Petzel. On a pu intervenir, avoir beaucoup d'échanges avec Petzel. Ça nous a permis d'évoluer et d'amener ce que tu disais, du coup, chez Climb Up, où vous êtes sur 2 cordes fixes quand on n'est pas en accès nacelle. Sinon, c'est un accès nacelle. Voilà. L'idée, c'est ce métier se professionnalise et on va arrêter de faire n'importe quoi. Parce que potentiellement, on avait quand même un risque d'accident qui était très élevé. Enfin, on a vraiment tous pratiqué l'escalade comme ça et à l'ouverture sur de la corde à faire vraiment n'importe quoi. Enfin, on a tous vu, que ce soit en club il y a 20 ans, des choses maintenant qui sont complètement aberrantes. Donc voilà, ça c'était le premier point que je voulais aborder. Le deuxième, à qui ça va être de vérifier au sein des structures pour les professionnels, des gens salariés qui interviennent en toute sécurité. Est-ce que ça va être jeunesse et sport? Est-ce que ça va être le cadre de santé au travail? D'intervenir dans les structures et de dire non, là vous faites de la merde, c'est interdit ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire qu'il y a des salles qui travaillent quand même avec des bénévoles, d'accord, qui sont des gens qui ouvrent bénévolement dans des structures privées. Est-ce que ça va falloir trancher un moment et dire non, ça c'est plus possible? Sur les professionnels, l'ouverture professionnelle salariée par les travailleurs, c'est simple, c'est la compétence de l'inspection du travail, des services de l'inspection du travail. Jeunesse et sport, nous, on ne mettra pas notre nez là-dedans. On pourra être amené à mettre notre nez en cas d'accident dans la structure et on va nous demander peut-être une expertise. Mais voilà, l'inspection du travail fera son job, c'est-à-dire qu'elle interviendra sur la législation du travail en hauteur. Voilà, pof, c'est tout. Nous, on ira plus sur la gestion globale de la structure ou de l'association. Voilà. Mais le contrôle, ce n'est pas du ressort de Jeunesse et Sport. Sur les assos et le bénévole, il n'y a pas de contrôle là-dessus. Il peut y avoir Jeunesse et Sport qui passe dans le club, qui voit des ouvreurs, ah oui, tiens, qui va conseiller, parce qu'on a un rôle de conseil là-dessus, qui va dire, ouais, tiens, quand même, ça serait bien de mettre les gens en sécurité, etc. Qu'est-ce que dit la fédération? Mais ça ne sera pas opposable au tiers tant qu'il n'y a pas d'accident. Par contre, en cas d'accident, ça après, c'est le juge, c'est pas nous. Hein.
voilà, nous on mène des enquêtes administratives, on nous auditionne en tant qu'experts, mais derrière, après, ça c'est... Et moi, comme je dis, je pars jamais à la place du juge. S'il y a une dernière question, on peut faire ça très rapide, sinon après on va se faire taper sur les doigts pour débordement intempestif. Dernière petite question. Allez. Bonjour, Didier Bardet, porteur d'un Monsieur projet de salle indépendante. Je voudrais savoir, est-ce qu'il existe des réseaux, des plateformes particulières pour recruter des ouvreurs? Et plus particulièrement, est-ce qu'il y a des éléments particuliers qui vont donner envie à un ouvreur d'aller dans une salle plutôt qu'une autre? Si tu connais des réseaux, je suis preneur. Moi, je cherche voilà, plein d'ouvreurs. Hein. N'hésite pas à me dire cette info si tu l'as. Non, ça n'existe pas vraiment. Le réseau, c'est son téléphone, c'est les gens qu'on connaît, c'est le réseau des gens, voilà, c'est ça. Et la deuxième, j'ai oublié la deuxième question. Quelque part plutôt qu'ailleurs. Pardon, j'ai pas entendu. Est-ce qu'il y a des éléments particuliers qui vont donner envie à un ouvreur d'aller dans une salle souvent, plutôt qu'une ça autre? c'est une vraie question. Souvent, c'est l'état d'esprit qui existe dans. Déjà, il y a le salaire, premier, voilà, point. Est-ce que ça nous donne envie? Et après, chaque salle privée, chaque club, chaque truc a un état d'esprit un peu différent. Et est-ce que le gars, il a vécu toute sa vie dans des clubs et il veut être salarié d'un club? Est-ce que le gars, il préfère cet état d'esprit de salle privée? Est-ce que lui, il est passionné de blocs, du coup, il ira plus vers des esprits blocs? Est-ce qu'il préfère les voix? Du coup, il ira plus vers des salles de voix. Ça, après, ça joue vachement. Est-ce que le gars, il aime bien faire les deux? Du coup, il va trouver une salle où il y aura du voix et des blocs. Voilà. Il y a des gars, ils sont prêts à aller bosser dans une salle sans problème, ils sont chauds. Par contre, la salle d'à côté, si c'est pas le même esprit ou si c'est lui, il adore le bloc et on lui dit, au fait, il faut passer dans des voies, il va dire, c'est hors de question, j'ai peur quand je suis à 2 mètres au-dessus du point. Il peut faire des blocs super durs, mais dire quand je suis 2 mètres au-dessus du point, j'irai jamais, donc il peut ne pas. Voilà. Donc il faut aussi voir avec les ouvreurs les spécificités et l'état d'esprit de la salle, de l'employeur, du truc qui est donné à la base, souvent ça joue. Voilà. Mais le point de départ, c'est un peu les salaires. Ils ont tendance à augmenter quand même, là aussi avec les années. Les indeps, ça augmente dans les salles, voilà. Parce qu'en fait, ils sont pas nombreux. On se les tire comme ça un peu de tous les côtés, là. Du coup, ouais, le nerf de la guerre, il est en train de prendre un peu de l'ampleur et c'est aussi le salaire. Voilà, je pense qu'il y a des éléments très précis. Renouvellement de prises. Est-ce que je bosse avec des prises régulièrement renouvelées, variées, la fréquence de renouvellement des passages. La salle est toute neuve, pas toute neuve. C'est vraiment une ligne éditoriale qui peut attirer. Enfin, et puis je dirais sur le réseau des ouvreurs, si l'ouvreur devient un vrai métier, c'est peut-être le moment de structurer, que les ouvreurs se structurent dans un syndicat, voilà, une représentation un petit peu. Et chez l'employeur, ça compte un peu aussi de faire rêver à la fois les clients. Et du coup, si ça fait au passage rêver les ouvreurs et qu'on a acheté des belles prises, ce sera un peu plus facile de recruter. Donc François, maintenant, il fait un peu gaffe à ça. Bon, merci à tous. Nous, on est là moi, je suis là tout le week-end. Je sais pas si vous avez des questions, venir nous voir, tout ça. On va s'arrêter là, mais on est encore là, quoi. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci.